Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct pour la grande édition, en replay évidemment chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la course aux baisses de taux s'enflamme. En prévision de 2024, les marchés anticipent de plus en plus de baisses de taux de la part des banques centrales majeures, à commencer par la Fed et la Banque centrale européenne, avec toujours l'idée que la désinflation qui s'accélère, qui s'est accélérée au cours des derniers mois, permettra aux banques centrales de retrouver des marges de manœuvre. L'autre version de l'histoire, pour l'instant, pour les investisseurs, c'est que cette désinflation pourra continuer encore dans le dernier kilomètre sans dégradation majeure de l'économie, et notamment de l'économie américaine. On est dans l'idée parfaite du soft landing américain. Attention, car l'équilibre ni trop chaud ni trop froid est forcément un équilibre peut-être un peu précaire. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant, alors que les jeux macro et les jeux en matière d'investissement pour 2024 sont grands ouverts désormais. Nous évoquerons évidemment les réflexions qui guident nos invités en vue de 2024. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur le thème des matières premières avec un pétrole qui ne monte plus, qui est même au plus bas depuis 6 mois malgré le durcissement du ton de l'OPEP et de l'OPEP+, encore ces derniers jours. Et puis l'autre événement du côté des matières premières, c'est ce qui se passe du côté des métaux précieux et de l'or notamment, qui a marqué cette semaine de nouveaux records historiques à 2150 $ l'once sur les futurs. C'est ce qu'on a pu voir en début de semaine. Et c'est Benjamin Louvet qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse à partir de 17h45, le directeur des gestions matières premières d'Ophi Invest AM. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse. Comme chaque soir, c'est avec Comme du Bois. La bourse de Paris accentue son rebond ce mercredi. Le CAC 40 se rapproche encore un peu plus de son record historique du 24 avril dernier à 7581 points. Après avoir battu son record historique hier, le DAX continue de performer et évolue autour des 16 650 points au cours de la séance. Le marché est toujours bercé par l'idée d'un soft landing. Les données du jour vont dans ce sens avec les résultats de l'enquête ADP de novembre qui montrent des créations d'emplois moins nombreuses que prévues dans le secteur privé aux États-Unis, avec 103 000 créations de postes le mois dernier contre 106 000 en octobre. Du côté de l'Allemagne, les commandes industrielles allemandes ont chuté en octobre, contrairement aux attentes. Elles reculent de 3,7% sur un mois. Du côté des valeurs, le secteur automobile est le secteur leader aujourd'hui en Europe. Renault, Stellantis et Volkswagen prennent entre 2,5 et 4% au cours de la séance. Le secteur bancaire est lui aussi bien orienté aujourd'hui. BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole prennent entre 1 et 2% au cours de la séance. Du côté de la tech, ST Microelectronics continue sa progression aujourd'hui. Son titre prend jusqu'à 1,2% au cours de la séance, tiré par les performances d'Apple, dont il est l'un des principaux fournisseurs. De son côté, le titre Worldline progresse aujourd'hui. Il gagne jusqu'à près de 3% au cours de la séance. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale chinoise pour le mois de novembre. Ils prendront également connaissance des chiffres de la production industrielle allemande pour le mois d'octobre, ainsi que des chiffres du crédit à la consommation aux États-Unis pour le mois d'octobre. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Comme du Bois dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin nous accompagne ce soir, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Eric Venet d'être avec nous également. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et à nos côtés enfin, Laurent Dédier. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être là, directeur général délégué en charge des gestions chez Autingre Banque Privée. La course aux baisses de taux pour 2024 est donc lancée. Laurent, je rappelle qu'on a passé quand même quelques mois cet été, août, septembre, octobre, à pricer ce fameux higher for longer, qui était le mantra des banques centrales jusqu'alors. Et puis, depuis le mois d'octobre et les 5% sur le 10 ans américain brièvement atteints,
on est reparti dans autre chose, ce qu'on appelle le pivot des banques centrales, ce qu'on appelle la course aux anticipations de baisse de taux des banques centrales, Fed et BCE en tête, course qui s'est quand même accélérée et qui se poursuit encore jusqu'au moment où on se parle. Je confirme. Ouais. C'est un scénario un petit peu Goldilocks ou boucle d'or, si on veut le traduire en français, où aujourd'hui le marché est dans la volonté d'acheter un scénario d'atterrissage en douceur et se dit dans ce contexte, clairement, les banques centrales en Europe et aux États-Unis l'année prochaine vont pouvoir baisser leur taux court. Aujourd'hui, on parle de 125 points de base de baisse de taux de la Fed, par exemple, jusqu'à la fin de l'année prochaine, qui commencerait au tournant du printemps, probablement. Certains parlent de septembre, mais bon, voilà, la question, c'est pas vraiment quand, ni combien, mais c'est qu'on est dans ce mouvement, alors qu'il y a environ 2 mois, on était dans un mouvement un peu inverse, où on se disait qu'on allait faire un plateau durablement et qu'on verrait peut-être les baisses de taux plus tard. Donc le marché est assez euphorique. Les statistiques sont aujourd'hui dans le sens de ce scénario. Bien évidemment, on est toujours un peu dans ce scénario sur un chemin de crête. Chemin de crête qui peut nous amener à poursuivre la hausse, très clairement. Mais il y a aussi des forces de rappel des deux côtés, dans un scénario possiblement plus optimiste, mais également plus négatif. On ne parle plus aujourd'hui de récession dure, et je pense que c'est un scénario aujourd'hui à exclure ou à mettre une probabilité qui serait très faible. En revanche, un scénario avec un atterrissage qui ne serait pas totalement en douceur, mais qui serait un peu mal, donc moyen, on ne peut pas l'exclure aujourd'hui. Donc les cartes sont sur la table, chacun a envie de jouer son jeu. Méfiance quand même. Oui, parce que comment est-ce qu'on imagine que l'idée d'un soft landing, alors peut-être qu'il faut définir ou redéfinir le soft landing, comment est-ce que ça peut être compatible avec, je ne sais pas, 125 points de base de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, peut-être autant de la part de la Banque centrale européenne. Est-ce qu'un quantum aussi important de baisse de taux en 2024, est-ce que ça correspond à l'idée d'un soft landing ? Qui est l'idée qu'on n'a pas besoin de sauver l'économie du point de vue de la Banque centrale. On peut accompagner la désinflation, recalibrer la politique monétaire, mais on n'est pas dans un schéma où il faut sauver Corporate America ou l'économie américaine. Clairement. Ouais. Clairement, aujourd'hui, si on se dit 125 points de base de taux des deux côtés de l'océan, peu importe si c'est 100 ou 125, ça veut dire qu'il y a quand même un message sur un dérapage peut-être un peu moins contrôlé de l'économie au début de l'année prochaine. Et donc, à un moment ou à un autre, on attend que le soldat Banque centrale vienne sauver et la croissance et derrière Corporate America ou Corporate Europe. D'ailleurs, les publications du 3e trimestre n'étaient pas extrêmement réjouissantes et quand on regarde les perspectives que les sociétés ont voulu donner sur les 4e trimestres, il y a eu très peu d'upgrades. Et j'ai envie de dire, rendez-vous en début d'année pour voir ce qui se passe sur 2024. Mais ça veut dire que ces anticipations de baisse de taux, c'est déjà pas tout à fait l'idée d'un soft landing. Je crois que le marché a envie d'avoir un double discours aujourd'hui. Il a envie de voir la Fed accélérer, entre guillemets, son processus de normalisation avec la baisse des taux. Mais très clairement, aujourd'hui, je trouve que même si les discours sont un peu moins restrictifs de la part de ceux qui étaient considérés comme les faucons, des deux côtés d'ailleurs, aujourd'hui, il est difficile de dire que 125 points de base de baisse de taux l'année prochaine, c'est un scénario de soft landing. Pourquoi la Banque centrale américaine, par exemple, remettrait un petit peu d'huile sur le feu à un moment où on n'aura pas normalisé probablement le sujet de l'emploi et d'autres sujets aux États-Unis, et donc redonner de l'oxygène à la croissance pour la faire repartir en deuxième partie d'année et créer un risque d'avoir un deuxième tour d'inflation. Je me méfierais, je pense qu'ils vont être plutôt trop prudents que trop agressifs. Ouais. Votre vision de ce calendrier des baisses de taux, alors qui évolue rapidement, Eric, est-ce que 125 points de base, ça correspond à l'idée d'un soft landing ou est-ce qu'il n'y en a pas trop, justement, pour que ce soit cohérent avec l'idée d'un atterrissage parfait en douceur de l'économie américaine ? Pour moi, ce n'est pas cohérent, parce qu'en fait, pourquoi la Banque centrale baisserait ses taux s'il n'y a pas besoin vraiment plus que ça ? Donc, j'ai l'impression qu'on est soulagé de dire, bon, ça y est, l'inflation... quand même derrière nous, chapeau. Pour un temps, sans doute. Oui, pour un petit moment quand même. Ou alors là, pour le coup, on aura un contre-pied. Non, mais quand je dis pour un temps, oui, c'est pour quand même... pour un petit moment. Oui, plusieurs mois, trimestre au moins. Je pense que c'est plutôt une conséquence de marché qui fait que on va plus... On est tellement soulagé que c'est une conséquence plutôt qu'une anticipation. Et je pense qu'on va bientôt se réveiller en disant, OK, d'accord, mais pourquoi baisserait-on les taux courts, si ce n'est quelque chose qu'on n'a pas vu ? Donc, la dernière fois qu'on a eu une baisse de taux assez violente, on a eu la Fed qui nous a dit « Attendez, c'est pas fini. » Donc,
je pense pas qu'on aura la Fed qui va revenir. Je pense qu'on va, à un moment donné, se rendre compte que peut-être qu'une baisse des taux au premier trimestre, ça me paraît un peu inapproprié. Ah ouais. Et d'ailleurs, autant aujourd'hui, on parlait de taux long, 4,50, 4,60, ou voire 5, c'était achetable. Autant aujourd'hui, à 4, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Enfin, pour moi, je pense que l'équilibre... En fait, c'est toute la problématique de trouver ces fameux équilibres des taux longs. Et du côté de l'équilibre, on est, à mon avis, allé trop loin. Donc, je suis mal à l'aise par rapport à ce scénario macroéconomique qui est sous-tendu. D'accord avec l'idée que des fonds Laurent, effectivement, que la Fed préférera attendre le plus tard possible avant d'enclencher son cycle de baisse de taux pour être sûr de ne pas reproduire des erreurs qui ont pu avoir lieu dans le passé. Hein. Le thème Burns a été quand même mis en avant régulièrement par Jérôme Powell et les autres. Tu vois, pourquoi elle gaspillerait des munitions de baisse de taux pour relancer si on a un atterrissage en douceur, en fait. C'est ce qu'on veut. Donc, bon, quelque chose m'échappe dans le scénario macro. Bon, on verra. Hein, on sort encore une fois d'un trimestre particulièrement fort en termes de croissance aux États-Unis. En fait, est-ce qu'on peut imaginer que dans les 2-3 prochains trimestres, on ait une dégradation aussi sévère de l'économie américaine qui, alors là, pour le coup, donnerait toute légitimité peut-être à la Fed dans le cadre de son mandat double d'intervenir. L'écart, c'est le deuxième trimestre de croissance. Bon, le troisième, on passe à +5 et quatrième, on repasserait à 1,5, ouais. C'est cette bulle, je sais pas, cette excroissance. Bosse de croissance, qui a quand même pas mal perturbé, à mon avis, les marchés, avec donc la difficulté de trouver ce taux d'équilibre sur le 10 ans. Bon, sur les baisses de taux 2024, qu'est-ce qu'on dit chez JP Morgan AM Vincent, quelle est la position de la maison? Et puis moi, j'aime bien la question bonus. Est-ce qu'on imagine quelque chose de concerté ou de coordonné, en tout cas, entre la Fed et la BCE, à savoir une BCE qui ne prendrait pas trop de retard par rapport au calendrier de la Fed, ou est-ce que ce sont deux histoires différentes et qu'on n'est pas obligé d'imaginer que la BCE suive ou se mette tout de suite dans les pas de la Réserve fédérale américaine, quel que soit le début, quel que soit le timing des baisses de taux. Hein. Scénario du marché, c'est d'ailleurs pas que la BCE soit suiveuse dans ce contexte-là, mais plutôt qu'elle prenne les devants. Donc pour l'instant, c'est nouveau, depuis quelques jours. Hein. Alors moi je rejoins finalement les opinions de mes confrères. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas dans le marché. Soit on a un soft landing, on n'a pas de baisse de taux, soit on a baisse de taux et on n'a pas de soft landing. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, donc prudence quand même sur 2024. Il y a une partie du marché qui nous dit donc qu'il n'y aura pas de soft landing. Il y a des gens dans le marché qui sont capables d'anticiper autre chose. Clairement, nous on réalisait un sondage dernièrement à l'occasion de la publication de notre Outlook 2024 et sondage sur LinkedIn auquel vous avez peut-être participé, mais enfin c'est vrai qu'une large majorité des répondants en plusieurs métiers s'exprimaient en tout cas pour une perspective de récession légère. Alors peut-être que la majorité d'entre eux est évidemment basée en Europe où les choses sont en effet un petit peu plus compliquées. Aux États-Unis on ne le voit pas, on en parlait hors plateau, on a une croissance 2023 qui sera forcément au-delà du potentiel et on voit peu aujourd'hui d'éléments de ralentissement pour 2024. Alors on attend ceci dit une convergence en 2024 au cas de la croissance économique américaine et européenne. Alors on a vu que la croissance européenne rejoigne la croissance américaine, pas de chance, c'est l'inverse. On va finalement avoir une croissance américaine qui ralentit parce qu'elle a été finalement boostée par une politique budgétaire tout à fait expansionniste ces dernières années. Trump puis Biden ont évidemment acheté de la croissance assez fort ces dernières années. On voit qu'il y a un déficit pléthorique. Alors il y a une certitude avec ces élections qui arrivent, c'est que le budget, ça va quand même être un sujet et qu'on sent que les Américains sont quand même arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Il faudra quand même un petit peu de restreinte dans un contexte où la Fed bataille par ailleurs contre l'inflation. C'est un petit peu antinomique de continuer sur les deux tableaux. Alors en Europe, on va potentiellement voir une légère accélération par rapport à cette année. Alors le budget, il faudra quand même de l'austérité pour les États membres. Enfin, c'est le sujet un peu de discorde entre Français et Allemands pour l'instant sur la réactivation du pacte de stabilité et de croissance. Mais il y a en tout cas peut-être un élément positif, c'est le fait qu'on a été trop lent dans les investissements qui devaient être réalisés dans le cadre du fonds Next Generation EU Fund. On a réalisé à ce stade 35%, on a utilisé 35% de l'enveloppe qui devait être utilisée jusqu'à présent. Donc on peut légitimement espérer que 2024, 25, 26, on essaye d'utiliser cette enveloppe. Une montée en charge des dépenses européennes. Voilà, ce qui compenserait peut-être, en tout cas ou partiellement, l'austérité que certains États membres ont décidé d'implémenter. Les Allemands de manière un peu surprenante, les autres sont quand même un peu obligés de le faire. Donc
à contraire des États-Unis, il y aurait peut-être en tout cas des éléments de résilience sur l'aspect budgétaire. Donc la convergence se ferait par un ralentissement de l'économie américaine, De- mais également par une tenue de l'économie européenne. Voilà. Si j'essaye de regarder... Par rapport à 2023, D'accord. finalement, l'économie européenne est attendue pour l'instant légèrement avec une meilleure croissance l'an prochain, alors que c'est une croissance divisée par 2 aux États-Unis. Donc, on verra. Convergence, mais enfin, c'est le 1% qui règne en termes de perspective de croissance. C'est quand même pas très folichon. Alors, ce qui pourrait être positif pour l'Europe, mais c'est pas un pari que je fais actuellement, on a souffert évidemment du fait que la Chine, cette année, nous a pas beaucoup aidé. C'est quand même un de nos partenaires commerciaux principaux. La Chine est à la panne. On n'a toujours pas vu les Chinois revenir dans les artères parisiennes. Le comptoir de Lafayette dédié aux Chinois est toujours désespérément vide. L'air va-t-on au moins l'an prochain. À suivre cette année du C'est dragon. l'économie d'anecdotes, mais on en est tous là Mais- aujourd'hui, hein, y mais- compris les banquiers centraux. Donc, On se demandait quand. Mais il est certain que si Mais on vous fait avez des raison. paris 2024, un rebond potentiel de l'économie chinoise, c'est bingo pour l'Europe, évidemment. Donc, bon, voilà, ceci, et ça ne ferait évidemment rien pour les États-Unis. Mais à ce stade, sur les hausses de taux, il y a quand même un problème. Je pense sur les que- baisses de taux. les baisses de taux, un Oui. problème. Bah oui, ça va de vite, hein. compatibilité avec Ouais, je cet comprends. aspect de Avec le scénario soft soft landing. landing. D'accord. Je reste convaincu, on va parler d'allocation dans quelques instants, un peu dans tous les scénarios. En tout cas, il n'y a pas d'upside. Hein. On est en train d'hésiter entre soft landing ou Récession légère. D'accord. J'entends personne me dire que 2024, on est reparti sur le Goldilocks ou une accélération de la croissance. Donc Ça, ce qu'on consomme là aujourd'hui, c'est ce qu'on aura en moins pour 2024. à ce nombre d'égards, je le pense. Ah ouais. Oui. Eric Oui, je suis d'accord. Oui. En fait, je suis pas très à l'aise avec cette hausse là de fin d'année. Je dis et ok, donc après on fait quoi Enfin on a déjà prévisionné les meilleures nouvelles et donc il va falloir attendre. En tout cas, il faut 3 pas mois. attendre le 24 décembre pour mettre des obliges et des actions sous le sapin, sinon ce sera trop Ah tard. non, Je non, pense ça qu'il c'est clair. Vaut mieux c'est faut- aujourd'hui. À mon avis, il faut les garder, pas Ouais. les vendre encore tout de suite parce que tant que ça chauffe, tant mieux. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi vous dites qu'il faut se dépêcher pour acheter de l'obligataire? Pour verrouiller le rendement, c'est ça, Vincent? Oui. Parce que la pense que la vitesse plupart à laquelle les rendements peuvent baisser, partant de là où on est encore aujourd'hui? On était à 300. Oui, je sais, ça va vite, ça va vite. Et si on continue, et si on a en effet, Mais pour vous, le sens du voyage, il est stable ou à la baisse, mais D'accord. pas à la hausse. D'accord. Et je note une grande appétence pour l'obligataire, il y a juste titre depuis quelques mois. Je le note en France, auprès des institutionnels, des assureurs et autres, bien sûr. qui sont revenus fortement sur l'OAT, aux États-Unis quelque part. Et à 4,2, moi je suis toujours acheteur de trésoreries américaines. Hein. Je dirais jusqu'à, entre 3,5 et 4, ça reste positif. J'étais acheteur de trésoreries américaines en début d'année, on était à 3. Donc soyons en tout cas fidèles aux convictions qu'on avait au début d'année. Ça reste quand même dans un environnement où l'inflation devrait se stabiliser aux alentours de 2%, une très très belle proposition aujourd'hui. bon, est-ce qu'il faut effectivement réfléchir à réallouer alors ce qui a été, j'allais dire, la position d'attente qu'il fallait avoir en 2023, le cash par exemple, hein, sans même parler de l'obligataire, mais le cash est toujours très bien rémunéré aux États-Unis. Est-ce qu'il faut déjà réfléchir? Si le marché anticipe des baisses de taux, c'est-à-dire que la rémunération du cash va baisser, Laurent. C'est une réflexion qu'on mène déjà en matière d'allocation d'actifs, là? Clairement, c'est certain que pour un client privé, avoir un DAT à 4%, globalement, ou un compte rémunéré, si on peut le loquer aujourd'hui sur 12 mois avec sa banque, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que ça laisse un petit peu de temps pour voir venir. Et on réadaptera le scénario d'investissement au gré des opportunités. Alors après, dans ce contexte, j'entends, c'est vrai que les marchés semblent être un peu plateaux sur la partie action. J'oublie pas quand même qu'aujourd'hui, le marché anticipe 7% de croissance des bénéfices en Europe l'année prochaine. Ça va être difficile. Et 11% aux États-Unis, ce qui peut être aussi compliqué. Après, on peut regarder comment ça se passe en termes de secteur et d'allocation. Mais clairement, c'est un scénario un peu... Voilà. En revanche, n'oublions pas d'où on vient et où nous sommes aujourd'hui. L'expansion du multiple sur la valorisation des actions, c'est peut-être pas quelque chose qu'on doit totalement exclure. Alors c'est certain que depuis 5 semaines, les marchés ont peut-être été un petit peu carnivores et ont mangé beaucoup du potentiel de l'année prochaine, si ce n'est peut-être tout le potentiel. Mais dans un excès d'optimisme en 2024, à un moment ou à un autre, parler d'expansion du multiple, c'est pas quelque chose qu'on peut exclure. Et j'aime bien le scénario européen parce que c'est vrai que globalement tout le monde est désenchanté, c'est le marasme, on est gloomy, peu importe le terme et la langue. Mais très clairement, ce que je vois en 2024 en Europe, c'est peut-être un peu de relance budgétaire, mais surtout un consommateur
qui a un taux d'épargne historiquement élevé, qui pourrait aller un peu mieux. Pourquoi aller un peu mieux ? Parce qu'on a connu quand même une désinflation immense des matières énergétiques. Le gaz a divisé par 6 par rapport au point haut qu'on a connu au moment du début de la crise ukrainienne. Et aujourd'hui, on est en salaire réel positif. Donc on a une inflation qui est un peu inférieure à la hausse des salaires. Et peut-être qu'avec un tournant d'un hiver moins froid, 2-3 élections qui se passent bien, commençons par Taïwan, mais voilà, et ce qui se passe en Europe, peut-être qu'il pourrait y avoir un peu de confiance en plus, pas beaucoup, qui pourrait amener le scénario un peu plus positif sur les actions européennes. Mais vous défendiez déjà ce cas, je crois, il y a un mois ou un mois et demi, quand on s'est vu, Laurent, l'idée qu'à ne jamais rien attendre de bon de l'Europe et de la zone euro, ça crée mécaniquement quand même un potentiel d'amélioration pour des actifs européens, hein. Le positionnement de marché confirme cet élément. On a encore eu une année de sortie, d'outflow. Plus personne n'investit sur la zone Europe. Alors, c'est certain que tout le monde avait envie d'aller là où c'était visible, liquide et simple. Donc, les marchés américains, le S&P 500 réduit, c'est magnifique. Et j'ai envie de dire, à un moment ou un autre, il peut y avoir une bascule très légère sur l'Europe. On l'a vu à un moment dans l'année, les marchés européens surperformaient. Derrière, ça a un peu bougé. Ça a duré 3-4 mois entre octobre 22 et février 23. Exactement. En dérivé de seconde, le marché il aime bien acheter le momentum. Vincent le rappelait très bien. Le momentum américain, c'est réduction de la croissance. Le momentum européen, c'est peut-être une très légère accélération. En tout cas, pas une déception pour l'instant par rapport au niveau 2023. Et dans ce scénario-là, peut-être des allocations qui bougeraient en début d'année pour être un peu risk-on, ce qu'on peut se permettre de faire en janvier-février et moins en novembre-décembre, même si c'était l'euphorie au mois de novembre. On ne peut pas totalement l'exclure, mais c'est vrai que rentrer des obligations à 4,20 sur le 10 ans américain ou du monétaire à très court terme pour se dire j'attends et puis s'il y a un choc, j'y vais parce que j'aurai la réponse des banques centrales, c'est peut-être aussi en termes d'allocation pour quelqu'un qui a une vision moyen-long terme, un bon moyen de se protéger pour démarrer 24. D'où viendront les bonnes surprises Je sais pas, en tout cas, en 24, Eric. Moi, je n'achète pas d'obligations. Parce que pour moi, ce que vous disiez. Ça c'est clair. Et je suis en train de revendre mon monétaire aussi. Parce que je pense que la volatilité va augmenter. Et quand je vois la vol intra-journalière sur les mid et small et ainsi de suite, je vais faire mes courses là. Parce qu'en fait, je suis pas à l'aise avec... Alors, je vais garder... Vous sortez du cash là. Oui. Ouais, je sors du cash, je me prépare du cash en fait. Voilà. Je sors vous sortez du monétaire pour être liquide et parce que et investir ce qu'on se dit là, c'est qu'on n'a pas de vision claire des choses et que généralement ça finit pas forcément bien. Donc soit on a une remontée des taux longs, soit mais je reste investi par exemple aux 2 tiers sur des grosses. Et mon autre tiers, je joue contrariant contre les... je comprends. Optionnalité sur les petites et moyennes capitalisations boursières. C'est là où Et même dans un scénario où on ne sait pas où on va et où il y a un risque que ça se passe pas, que ça se termine pas bien. Oui. Parce que sur l'échelle des risques, quand même, là, on va sur des segments de marché qui sont quand même réputés plus risqués, moins liquides également. Je parle à aujourd'hui. En fait, s'il y a quelque chose dont j'ai appris, c'est que j'arrête de me projeter dans 6 mois. D'accord. C'est clair. Pour l'instant, c'est jusqu'au 15 janvier. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument bien que le portefeuille soit adapté pour les 15 premiers jours de janvier. Je comprends. Je me souviens encore que l'année dernière, si vous n'aviez pas le luxe pour les 3 premières semaines, s'est fait en 3 jours, l'année était morte. Ça s'est fait en 3 jours. En fait. On a eu de la chance, on était... Enfin bon, on a eu de luxe. Je comprends. Mais le reste, vous pouviez partir en vacances. Je comprends. Donc, j'attends de voir... Ça, c'est le pragmatisme qui parle. Oui, c'est ça. J'essaye de voir ce que va me raconter, ce qui se raconte, en fait, pour être comme il faut au mois de janvier. Et donc, c'est pour ça que mon 3% de monétaire, je m'en fous un peu. Je préfère mon cash et puis prendre très très vite le train, parce que s'il y a une chose que j'ai appris, c'est la rapidité des choses. Pour l'instant, je me laisse porter. Et donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est valable que pour... jusqu'au 15 janvier. Très clair. Et donc, dans cette idée-là, dans ce pragmatisme, small et mid cap, ça mérite de représenter un tiers de votre poche action là. Oui, parce qu'il y a des sacrés mouvements quand même. Je sais bien. Tous les jours, on arrive à faire des choses, des 6-7% de variation, parce que il y a des nettoyages. C'est nouveau, hein. C'est nouveau. Hein. Oui. Depuis un mois, quoi. Oui, un mois, c'est ça, un mois et demi. Alors, je disais, il y a un mois, je jouais effectivement les mid et small, parce que j'avais pas de vision sur les grosses. J'ai fait la même chose, le même rendement que sur les grosses.
Là, c'est différent. C'est-à-dire que là, il y a une volatilité de marché qui m'échappe un peu, et donc j'en profite parce que je ne sais pas quoi faire autrement. Quelle est la stratégie action que vous défendez pour 2024, Vincent, avec l'idée quand même d'un ralentissement de la croissance américaine, dans une économie qui ralentit, où la croissance est plus rare? Vers quel type d'actifs on a envie de se tourner dans le monde action, notamment? C'est-à-dire que j'entends beaucoup aujourd'hui dire, effectivement, attention, concentration des performances, il faut sortir des 7 magnifiques, il faut regarder au-delà des 7 magnifiques et même peut-être au-delà du marché américain. En même temps, quand ça ralentit, et si ça ralentit un peu partout, oui, on veut de la croissance visible et le prix passe parfois après dans les réflexions. Une chose est sûre, c'est que trimestre après trimestre, ce qu'on a vu aux États-Unis, l'extraordinaire performance a plutôt été validée par les résultats. On a des valeurs qui, en tout cas 6 d'entre elles, se traitent à moins de 30 fois les bénéfices. Les spécialistes, dont je ne fais pas partie, nous annoncent monts et merveilles en tout cas, de ce que peut produire l'intelligence artificielle. Ce que j'en mesure à mon humble niveau est déjà bluffant. Donc, je veux bien acheter l'idée que ça va être quelque chose qui va être tout à fait important pour le secteur tech lui-même, mais pour plein d'autres secteurs. D'ailleurs, en Europe, s'il y a bien un secteur qui se frotte les mains aujourd'hui, c'est celui des soins de santé, parce que là, ça révolutionne réellement tout ce qui est, en tout cas, recherche et autres. On pourrait avoir des avancées, en tout cas très rapides en la matière. C'est pas pour autant que la pharma a bien payé cette année. Tout à fait, mais dans cette idée de chercher des secteurs de rattrapage qui seraient potentiellement liés à cette thématique de croissance. Intéressant. Mais voilà, ça pourrait, et en même temps, ça nous fait une stratégie, comme on dit en jargon, un petit peu barbelle. En tout cas, on garde chez JP Morgan, on reste un petit peu avec cette stratégie long US, long large cap. Alors, je comprends l'idée et on se pose beaucoup la question sur quel marché doit-on revenir pour cet effet de rattrapage. On est quand même dans une configuration économique qui est quand même pas très encourageante. Donc, c'est vrai que les large cap, quand on voit les indices cotés, il y a en général, reste sur les grands indices, un peu les small cap, dont on n'a pas envie. Moitié qui sont pas rentables, des ratios, en tout cas des bilans qui sont pourris. Les bonnes large cap, elles sont dans le private equity. Les bonnes small cap, elles sont dans le private equity. On a peut-être plutôt envie de jouer les small cap alors via le private equity, où on a en général les meilleures valeurs qui sont captées. Alors, sur c'est dur, hein. C'est dur quand même pour une cote liquide cotée qui a quand même une histoire de transparence, d'entreprises cotées parfois depuis des centaines d'années, parfois depuis un siècle. C'est dur, quoi. L'exercice d'un stratégiste top-down et on peut bien tout à fait challenger par des gens qui, valeur par valeur, vont aller creuser et chercher. Et c'est d'ailleurs là tout l'intérêt, c'est d'avoir en tout cas ces deux visions sur le marché. C'est ce qui crée les opportunités. Sur l'Europe, c'est également un marché qu'il faut regarder. En effet, les autres flows cette année sont tout à fait significatifs. C'est à peu près 4 milliards de dollars, d'après Morningstar, de sortie. En fait, quand on fait le bilan, d'ailleurs, depuis le top un peu marché 2007 en Europe, il y a 100 milliards de dollars qui sont sortis du marché, selon Morningstar. Alors, entre 2007 et aujourd'hui, l'Europe a quand même beaucoup changé. Alors, on peut toujours dire que rien ne va et qu'on a plein de soucis, mais l'Europe, elle est plus forte aujourd'hui. Regardez le Covid, regardez la crise énergétique, regardez les différents... ce qu'on a fait au niveau de la BCE, ce qu'on a fait au niveau de la mutualisation des dettes dans certains égards. Ça reste toujours un chantier, mais c'est quand même un chantier qui a avancé depuis 2007. Donc c'est vrai que 100 milliards de sorties, ça veut dire que la plupart des investisseurs, et les Européens en premier lieu, sont généralement sous-exposés à l'Europe. Donc en tout cas, c'est déjà un bon signal aussi. Alors on n'est toujours pas long sur l'Europe pour l'instant, mais en tout cas on a été court sur l'Europe. Non, mais c'est révélateur. On est en train de remonter à neutre, en tous les cas, actuellement. C'est un risque d'être short Europe. Déjà, c'est un premier pas. Je pense que c'est un risque. C'est un premier pas. Merci, Rémi. Il fallait la bonne formulation. Japon, star de cette année. Et c'est vrai qu'on se demande en fin d'année, tiens, on a tous redécouvert le Japon. Est-ce que ça va durer maintenant que tout le monde s'y intéresse? C'est assez intéressant de voir notamment ce qu'a fait Toyota cette semaine, les annonces qu'ils ont fait par rapport au débouclage certaines positions dans des groupes d'équipementiers au Japon. On demande aux entreprises japonaises de limiter leur participation dans d'autres entreprises pour utiliser ces fonds pour en tout cas investir dans leur propre business, rétribuer leurs actionnaires ou que sais-je. Et Toyota, évidemment, c'est un grand groupe japonais, un gros book, 40 milliards, je pense, commence déjà à déboucler. Donc ça montre que l'histoire qu'on achète, notamment au Japon cette année, d'entreprises qui sont aujourd'hui forcées d'augmenter les rendements sur fonds propres en réduisant leur participation croisée dans d'autres entreprises,
le font. Donc, ça pérennise un petit peu. Là aussi, il y a quelque chose qui change au Japon. Ça pérennise cette histoire pour l'an prochain. Le Japon, alors on parlait de convergence de croissance. Le Japon est plutôt toujours un peu dans cet effet retard. On le sera plus positif en 2024. Donc, aussi quelque chose à jouer, en tout cas, sur cette matière. Donc, États-Unis, Japon, Europe, on remet un petit peu. Et l'asset allocation est un jeu à somme zéro, donc on ne peut pas tout remonter. Non. Laurent, sur l'idée de la diversification, effectivement, donc sortir des 7 magnifiques, enfin, déjà, à quelle distance on s'éloigne de ce groupe de valeurs? Parce que je veux bien qu'on dise qu'il faut en sortir, mais bon, c'est quand même compliqué. Ça reste quand même à la fois des boîtes très rentables, très profitables, très cash-rich, avec une rémunération du cash aujourd'hui. Enfin, il y a quand même beaucoup d'arguments toujours autour de l'idée que c'est bien d'être investi dans ce groupe de valeurs. Quelle distance on a envie de mettre? Et où est-ce qu'on se diversifie? Comment on se diversifie sur le monde action notamment? J'ai envie de dire qu'on peut aussi utiliser l'effet miroir des 7 magnifiques qui sont cash riches. Les actions japonaises, Vincent le disait, elles sont aussi très cash riches. Et donc à un moment ou à un autre, si elles déploient ce cash en capex, en investissement, etc., ça peut devenir une formule gagnante qui va créer un cercle vertueux pour les actions japonaises. Donc c'est à réfléchir parce que ça fait 10 ans, 20 ans qu'on regarde presque plus ce marché-là. En Europe, globalement, si vous regardez l'Eurostock, si vous n'aviez pas SML et Novo Nordisk, il vous manque un gros truc aussi pour réaliser de la performance cette année. La moitié de la perf. J'entendais ce que tout à l'heure on disait sur le luxe pour le CAC 40 en début d'année ou même l'Eurostoxx. Donc il faut toujours être aux bons endroits et souvent c'est ces mêmes endroits. Voilà. Je pense que l'année prochaine, on peut aussi un peu normaliser les 2 dernières années. Pourquoi ? 2022, c'est peut-être un excès baissier sur les belles valeurs américaines de technologie. Cette année, c'est peut-être un excès haussier, c'est un retour à la moyenne. Donc l'année prochaine, c'est peut-être une performance qui sera équivalente au marché. Et donc, on peut peut-être utiliser ces actions excessivement liquides pour financer des achats tactiques. Je pense qu'on n'a pas encore de call très puissant structurel pour prendre un pari sur les small caps. Ça nous intéresse aussi. On commence à le faire, mais on n'a pas envie d'être all-in tout de suite sur les small caps, mais clairement, il faut commencer un peu à les regarder parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Maintenant, en termes de diversification, je pense qu'il faut aussi être un peu contrariant de temps en temps. Alors, il ne faut pas être contrariant par nature parce qu'on ne va pas toujours gagner de l'argent. Aujourd'hui, le marché, il est quand même positionné sur 3 segments quand on regarde un peu la cote internationale: la qualité, les valeurs défensives et la techno. Est-ce qu'elles n'ont pas... c'est vrai que dans un monde sans croissance, on a envie d'aller à cet endroit-là. Est-ce qu'on ne doit pas jouer aussi à un moment ou à un autre c'est trop tôt pour en parler maintenant, mais est-ce que le marché peut se positionner en se disant mais est-ce qu'en 2025, on normalise la croissance après les excès négatifs de 2024 ? Et dans ces conditions, on regarde peut-être quelques cycliques, quelques opportunités. Voilà, c'est des questions qui vont se poser au fil de l'eau en 2024. Comme toujours, ça va être très animé, très riche. En tout cas, pour l'instant, méfiance sur ces valeurs qui sont vraiment aujourd'hui très crowded dans les portefeuilles. Mais c'est intéressant parce que la question de 2024, c'est on va avoir le bas de cycle. Alors peut-être qu'on y est déjà en Europe, peut-être qu'on y sera dans quelques mois ou trimestres aux États-Unis. La question très ouverte, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a bouclé le cycle précédent. Est-ce qu'il y a l'idée quand même d'un redémarrage ? Quelle ampleur de rebond est-ce qu'on peut avoir à la suite de ce phénomène de bas de cycle et d'atterrissage ? Voilà, les croissances, et puis Vincent complètement. Certainement, les croissances potentielles en Europe, aux États-Unis, elles ne sont pas non plus extraordinaires. On a aujourd'hui pas grand-chose à espérer d'une réaccélération. Alors après, il peut y avoir de l'innovation. Voilà, le marché américain, le S&P 500, c'est peut-être un indice d'innovation globale, et dans ces conditions, peut-être qu'il a une valeur supérieure à l'économie. Peut-être que l'Eurostoxx, c'est aussi un petit peu, sur certaines caractéristiques, un marché d'innovation. Mais attention, ne soyons pas trop gourmands ni optimistes sur la capacité de l'économie européenne ou américaine à réaccélérer. Il faudra un mouvement international plus fort, il faudra que la Chine se normalise, il faudra peut-être que les échanges internationaux se normalisent. On a une élection à la fin de l'année. Je trouve que ce qui se passe aux États-Unis depuis 4 ans, ça peut ressembler à ce qui s'est passé en 68. C'était compliqué. Si on se souvient bien, la séquence 68, alors il y a eu des malheurs et même des drames. Assassinat de Martin Luther King, Robert Kennedy aussi 2 mois après. Puis derrière, on a Nixon qui gagne une élection contre 2 candidats et qui est très compliqué entre Humphrey et Wallace. Bon, voilà, Biden a une phrase malheureuse cette semaine en disant si j'y vais, c'est juste pour lutter, pour contrer. C'est parce qu'il y a Trump. Sinon il y a un sujet de démocratie. Ok, ça veut dire qu'on est quand même dans une économie qui est américaine, une situation qui est très clivée, très clivante. Bien sûr qu'on a bien conscience que tout ça ne peut pas déborder, mais ça va être compliqué de réunir les Américains sous un seul et unique projet à partir de l'année prochaine.
Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire bouger la ligne. Au-delà du 15 janvier, Eric, non, mais les réflexions. Évidemment, il faut réfléchir à un possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je ne sais pas, sur le plan de ce qui nous concerne, hein. Il y a quelque chose, la géopolitique, tout ce qui se retrouve dans les marchés. Enfin, il faudra un moment ou un autre y réfléchir. Enfin, en tout cas, c'est déjà une réflexion qui est présente. Ce qui me gêne, c'est le pas pouvoir effectivement mettre là aussi une vision claire sur la politique et la géopolitique, en fait. Et je pense que la géopolitique va de plus en plus être nécessaire pour avoir une vision au moins prospective des marchés. Et on ne s'est pas amélioré quand même, hein. Donc, et puis la guerre Ukraine-Russie, ça va pas amener de la stabilité, hein. Non. Parce que là, oui, on parce voit que les l'Ukraine, débats si sur la les question du États-Unis financement lâchent et du l'Ukraine, soutien à l'Ukraine, hein. comment là, c'est les débats budgétaires de cette fin d'année au Congrès américain et en Europe. Il y a un Eurogroupe qui commence cette semaine et un sommet européen la semaine prochaine. Avec des divergences qui apparaissent de plus en plus fortes sur ces questions. Ça a une instabilité politique en Europe qui est pas meilleure que, enfin, une stabilité qui n'est pas meilleure qu'aux États-Unis. C'est pour ça que je suis toujours embêté de faire les prospectives. Je privilégie la liquidité, en fait. Alors, c'est peut-être le paradoxe, ce que je disais tout à l'heure sur les small. Mais le small, c'est simplement parce que, voilà, c'est une porte ouverte aujourd'hui. C'est une option. Une option, et que c'est du grand n'importe quoi sur certains cours, et donc j'en profite, point. Et c'est gratuit. Mais c'est pour ça que je ne veux pas être en oblique non plus, parce que je veux être très réactif, et pour pouvoir tenir compte. On parlait avant de prendre l'antenne de taux longs, et autour de la table on n'avait aucun avis, enfin on avait tous des avis complètement différents sur le 10 ans, et on est juste aujourd'hui, quoi. On parlait de 4,20, 4,60, donc c'est énorme en fait. Et donc je pense qu'il faut écouter ce que vous raconte le marché, point. Être humble par rapport à ça. Vous en voulez, on suit, on surfe avec, et puis dès que ça se calme, hop, on rentre les écoutilles. Voilà. Enfin, c'est ce que je fais de modestement, et c'est tout. Et je peux pas vous dire autre chose que ça. Après, on peut se faire plaisir sur en termes macro. Bah oui, là on est il y a un peu quelque chose à faire en Amérique latine. Non, mais là c'était l'idée Trump. Qu'est-ce que ça amènerait dans le jeu des marchés globaux, mondiaux? Un peu de trouble, ça c'est clair. Voilà, c'est tout. Mais on n'y est pas encore. Il suffirait, je sais pas. Mais en tout cas, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer tellement plein de choses. Novembre 24, oui, je suis d'accord. Ouais, donc je peux pas. Bon. Bon, alors, le calendrier électoral, il n'y a pas que les États-Unis, c'est intense, et c'est aussi intense dans les émergents. J'ai vu ça, un calendrier d'élections intense dans le monde entier. La moitié du monde vote l'an prochain. C'est vrai. C'est le chiffre qu'on aime à citer, nous aussi en Europe. Développé et émergent. La moitié du monde vote l'an prochain. C'est pas rien. Donc, ça peut dire qu'il y aura évidemment, en tout cas, des incertitudes et autres. Je pense qu'au vu des débats qu'on a eu ce soir sur ce plateau, c'est clair que 2024 sera forcément une année de transition. 2022 à la baisse sur le marché, 2023 le rebond. C'est vrai qu'on a un peu cette année de transition, en tout cas économique et monétaire. On va retrouver un petit peu les croissances tendancielles. Elles sont basses, mais enfin, 1% a priori en Europe, on n'en sera pas loin si on tient le 1%, avec des risques, et vous les citez. Pour moi, 2024, le chiffre magique, c'est sans doute un peu 4. 4, c'est le chiffre qui a séduit un petit peu les Européens cette année. C'est finalement le chiffre du taux de dépôt aujourd'hui de la BCE. Tout le monde aime le cash aujourd'hui. Les Français se sont rués sur les comptes à terme, les livrets A et ainsi de suite. 4, c'est le chiffre qu'il faut pouvoir garder tout au long de 2024 et au-delà. Le livret A est à 3. Oui, je sais. Sur un bon fonds monétaire, une société dont je tairai le nom. Mais au-delà de ça, 4, c'est le rendement que vous avez sur l'investment grade obligataire. 4, et pour me réconcilier avec mes amis gérants equity, c'est le rendement du dividende, un peu des bonnes large caps sur des indices globaux. Dividende, c'est certainement quelque chose en 2024, moi, que je mettrai en avant. Si le bêta du marché fait rien, et peut-être qu'il fera quelque chose, mais ça, c'est quand même sont des boîtes qui sont plutôt bien. On a d'ailleurs plutôt des technos aussi là-dedans, plutôt du healthcare et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment moyen de réconcilier les deux dans l'ensemble. 4, ça reste encore ce qu'on a sur les trésoreries américains. Moi, je persiste à dire que dans un contexte avec des incertitudes, l'an prochain, c'est quelque chose qui paye encore assez bien. C'est malheureusement pas quelque chose qu'on a en Europe. On l'a, oui, sur l'Italie, sans doute, mais c'est peut-être un risque que je ne prendrai pas aujourd'hui. Mais voilà, bon...
petite plaisanterie autour Ouais, du ouais. 4. Non, mais si, je pense très que- intéressant ça. Bon, c'est vrai que c'est une valeur, en Ouais, tout ouais. cas, un référent qu'on 24, a l'année du actuellement. 4, quoi. Et, j'ai Bah oui, écouté. Et en tout cas, avec une inflation qui baisse et qui devrait, en tout cas, d'après le pricing de marché, retomber à 2 l'an prochain, ça nous donne des rendements réels qui sont tout à fait satisfaisants de mon point de vue. Un mot des émergents. Alors, là aussi, il faut regarder les émergents, Chine inclus, les émergents hors Chine. Toutes les histoires se valent pas, mais c'est vrai que 23 n'a pas été une grande année à nouveau pour l'investissement. Non, mais la Chine cache émergent. beaucoup, évidemment, Alors, voilà. masque beaucoup les réalités sous-jacentes dans les émergents. Alors, small cap, Europe, émergent, c'est un petit peu le triptyque dont on se demande ce qu'il en adviendra en 2024. Et en effet, je pense que pour l'instant, il y a quand même des raisons d'espérer que dans les émergents, ça aille mieux. Les émergents ont fait face au resserrement monétaire américain de la la plus belle manière historiquement qu'on ait jamais vue, puisqu'ils ont remonté les taux bien avant. On commence à voir des baisses de taux qui sont amorcées. On a vu de très très belles performances dans les émergents, Mexique, Brésil, Hongrie, plus près de chez nous. Enfin, je veux dire, on a eu d'excellentes performances. Donc oui, ça fait partie de ces marchés sur lesquels on n'est pas positionné pour l'instant, mais sur lesquels il y a de réelles questions. Si on a en effet des baisses de taux aux États-Unis, ça veut dire une baisse du dollar potentiellement. Ça veut dire aussi des émergents qui peuvent en rajouter en termes de baisse de taux encore plus que ce qu'on a en Occident. La grosse inconnue, c'est évidemment la Chine qui n'a pas délivré cette année, qui a été frileuse en termes de moyens de relance cette année. On verra, ils doivent fixer les objectifs économiques là, prochainement pour 2024. On verra, on attend à nouveau 5%, enfin l'objectif officiel devrait tourner autour de 5% de croissance. Est-ce que les émergents, en termes d'investissement, méritent qu'on s'y intéresse quand on en a envie, hein. Tous les clients privés ont peut-être pas forcément envie d'ailleurs d'être investis dans ces zones-là, mais certains le souhaitent peut-être néanmoins. Il y a deux réponses sur les émergents. Soit il y a la réponse facile de dire on peut jouer les émergents par les actions internationales, européennes ou américaines, qui ont des fortes expositions, et on choisit des leaders. Le luxe, les cosmétiques, voilà, quels que soient les noms, et on ne va pas faire de publicité pour certains noms, c'est un bon moyen de s'exposer au marché émergent. Ça marche, il y a une vraie corrélation. Ou jouer des reprises cycliques avec des industriels, ça peut arriver. La Chine, elle a un rendez-vous en décembre, puis elle a quand même aussi un gros rendez-vous au mois de mars, où je pense que c'est là où ils vont donner les objectifs, et c'est là où ils vont dire pour faire cet objectif, il faudra financer. Entre les deux, il y a une cascade d'élections qui fait peur. On commence par Taïwan, émergent ou pas, on peut toujours en discuter. On a l'Inde, on a l'Afrique du Sud, et il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, globalement, nous, on est assez frileux sur les émergents. On pense qu'il y a mieux à faire dans différentes géographies développées qui sont oubliées. Alors après, c'est vrai que quand on regarde des graphiques et qu'on fait des analyses sectorielles, je me suis amusé à le faire ce matin sur la tech, donc je peux le partager. Sur 4 ans, le marché américain sur la partie tech, segment sectoriel, c'est x3. L'Europe, c'est quasiment x2. La Corée, parce que c'est intéressant, il y a beaucoup de technologies en Corée et on en parle, c'est 75% de hausse. La Chine, quand on regarde la Chine tech, c'est moins 10. Ça veut dire qu'il y a eu des grands écarts. Si on regarde 2 ans à mi-chemin, c'est-à-dire pas à 4 ans, à 2 ans, la Chine s'était collée à tous les indices. Donc il s'est passé un truc, c'est qu'il y a un problème de gouvernance. Et donc c'est difficile d'investir en Chine. Je pense que tant qu'on n'y verra pas plus clair sur la gouvernance, ce sera difficile d'aller sur la Chine, même si tactiquement il peut y avoir des rebonds excessivement violents, parce que l'acheteur marginal fait bouger le marché très violemment. Et l'Inde, attention, c'est quand même bien évalué. Ça devient un peu. Oui, c'est ça. À très long terme. C'est plus la nouveauté de l'année, quoi. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que c'est un marché sur lequel on surfe. C'est plus facile, les règles comptables qui sont équivalentes, la barrière à langue, elle est plus faible parce qu'ils parlent tous très bien anglais en général. La démographie, la croissance, etc. Bien sûr. Je suis d'accord, si les États-Unis font ce rôle de baisse de taux, peut-être que le LATAM, avec une petite reprise chinoise, peut être un call à jouer. Alors après, chacun fera ce qu'il veut. Je n'ai pas d'avis particulier. Mais c'est de l'optionnalité, quoi. Mais c'est vraiment du super tactique en satellite. Sur le crédit, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Qu'on continue à engranger. Tant qu'on ne descend pas à 3,75, 3,80 du 10 ans sur le gouvernement et l'État américain, c'est super. Et on peut continuer à en Et donc toute la partie crédit corporate va avec alors, on aime bien la partie taux en Europe. Attention au crédit à un moment ou à un autre, parce que c'est un risque qu'on ne regarde plus. Les taux, ça nous plaît. Le crédit court, investment grade, why not, c'est toujours super à rentrer. Le high yield, si jamais le scénario n'était pas super rose et que tout d'un coup l'inflexion était... C'est peut-être un peu trop bien pricé, quoi. C'est trop serré peut-être en termes de spread, donc méfiance sur le crédit, donc sur le high yield, européen et américain. Nous, on est plutôt IG court. Merci messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Laurent Dédier, directeur général délégué Autingre Banque Privée, Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan AM et Eric Venat, directeur de la gestion de Montbleu Finance.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui des matières premières avec le spécialiste, l'expert d'Ophi Invest AM, directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest AM, Benjamin Louvet à mes côtés. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Comment se passe la vie de cet ouvrage qu'on a déjà présenté, qui est sorti il y a quoi, un mois et demi, c'est ça? Fin septembre, début octobre. Métaux, le nouvel or noir, demain la pénurie, point d'interrogation, paru aux éditions du Rocher et écrit avec Emmanuel H qui est directeur à l'IRIS. C'est ça. Et également, il travaille également à l'IFP Énergie Nouvelle. Et donc, qui reçoit des prix, c'est ça? Oui, on a eu récemment l'honneur d'avoir le prix Marcel Boiteux du meilleur livre d'énergie de l'économie. Enfin, d'économie de l'énergie, pardon. On va le mettre dans le bon sens. Marcel Boiteux, qui est quand même un nom pour ceux qui connaissent l'énergie, puisque c'est le père du programme nucléaire français, l'ancien président d'EDF, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques mois. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et voilà, c'était une belle reconnaissance de la profession, puisque c'est l'association des économistes de l'énergie qui nous a remis ce prix. Ça nous a fait très plaisir. Bon, mais c'est un sujet de toute façon, je crois, qui intéresse tout le monde et même au-delà de la sphère de l'investissement qui nous réunit. Et ce n'est que le début. Avant de parler des métaux, moi je voulais qu'on reparle quand même un peu du pétrole, Benjamin, parce que moi, je vois les cours du pétrole qui finalement n'arrêtent pas de baisser. Je crois que là, on passe sous les $70 sur le cours du WTI américain. On doit être au plus bas depuis 6 mois au moins. Alors même que le discours de l'OPEP et de l'OPEP+, semble être quand même un discours assez dur, avec l'idée qu'on va encore mettre en place des coupes de production supplémentaires, qu'il faudra tenir les quotas. La dernière réunion a été compliquée, on n'a pas pu se réunir tout de suite, on a fait ça en distanciel. Je crois que c'est le Nigeria et l'Angola, effectivement, qui font un peu bande à part dans la cohésion du groupe, pour dire les choses. Bref, j'ai l'impression que les messages portés par l'Arabie Saoudite et l'OPEP+, ont assez peu d'impact sur les cours du pétrole. En fait, ce qui s'est passé d'abord, c'est qu'il y a eu effectivement cette incompréhension, ou en tout cas cette volonté du Nigeria et de l'Angola de pouvoir maintenir leur production. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y avait eu la nomination d'un comité d'experts la dernière fois déjà pour essayer d'évaluer à quel niveau ils pourraient produire. Finalement, il y a eu un accord, mais le marché a été déçu, a vu en fait dans cet événement des craquelures apparaître dans l'union qui semblait être très forte au sein des pays de l'OPEP pour encadrer le prix du pétrole. Donc, entre guillemets, j'ai envie de dire que le marché teste un petit peu la volonté de l'OPEP. Je crois qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que l'Arabie Saoudite a vraiment repris la main sur l'OPEP. Et je pense qu'ils ont fait passer un message très clair qu'eux font des efforts et qu'ils étaient prêts à continuer à faire des efforts, mais qu'ils n'allaient pas faire des efforts tout seuls. Donc en gros, c'est un peu ce qui s'est passé. La première fois que c'est arrivé, c'est en 2014, on en a déjà parlé. Bien sûr. Ils disent, écoutez, moi je suis prêt à prendre ma part, mais si vous ne prenez pas votre part, je ne prends pas ma part. Vous vendrez autant de pétrole que vous voulez, mais vous le vendrez 20 ou 25% moins cher. C'est vous qui voyez. Et donc globalement, jusqu'à maintenant, ils ont réussi à tenir tout le monde dans le rang. Là, en fait, au-delà de ça, le fait que le prix du pétrole ne reparte pas, pour moi, est plus problématique que ça. Et on le voit aussi dans la structure de prix à terme du pétrole, qui est en train de s'inverser. On a une structure de prix à terme qui était ce qu'on appelle en backwardation, c'est-à-dire que les prix court terme étaient plus élevés que les prix long terme, ce qui montre une situation de forte tension. Ça s'est retourné, on est passé en situation de contango. Et ça va plutôt montrer que on ne manque pas de pétrole à court terme. On voit en même temps les stocks de pétrole aux États-Unis qui remontent. Et tout ça laisse à penser que peut-être enfin les hausses de taux qui ont été décidées par les banques centrales commencent à porter leurs fruits sur l'économie et que la demande de pétrole est peut-être en train de ralentir. Et donc, ça justifierait la correction des prix qu'on voit actuellement. La bonne nouvelle, c'est que, enfin, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que l'OPEP est présente, a annoncé une nouvelle réduction de production pour maintenir les prix du pétrole. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ça montre bien que il y a une volonté de l'OPEP de garder des prix élevés du pétrole qui me semble relativement justifiée. Parce que quand on voit le prix des autres sources d'énergie, si on veut arriver, il y a plein de projets qui sont abandonnés dans les énergies renouvelables aujourd'hui, notamment au large des côtes de New York, parce que les coûts sont trop élevés avec la remontée des taux d'intérêt, parce que les prix n'avaient pas été indexés sur l'inflation, etc. Et donc, l'OPEP voit le besoin de pétrole se profiler et donc a besoin, pour pouvoir continuer à approvisionner le marché en pétrole, ils l'ont dit il y a quelques mois dans une conférence de l'OPEP, d'un prix du pétrole relativement élevé. Ils avaient dit la phrase exacte suivante: tout a un prix et la sécurité énergétique a un prix. Donc si on veut pouvoir produire le pétrole suffisant pour la consommation, eh bien il faut que les prix du pétrole remontent. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année prochaine, l'Agence internationale à l'énergie attend encore un nouveau record de consommation de pétrole. Donc à court terme, il y a cette baisse, mais on sait
que dès l'année prochaine, on devrait voir la consommation de pétrole repartir. Le pic de consommation est prévu d'ici 2030, c'est ça, Benjamin ? Alors, dans le dernier rapport de l'Agence internationale à l'énergie, l'AIE expliquait que le pic de consommation de pétrole devrait arriver en 2028. D'accord. Ce qui a réjoui tout le monde en disant ça y est, enfin on y est. Ah ouais. Maintenant, quand on regarde le rapport en détail, malheureusement, on constate qu'effectivement en 2028 il y a un pic, mais que derrière il y a quasiment une longue ligne droite légèrement descendante et qu'en 2050 on a encore une très forte dépendance au pétrole. Alors, de ce que je comprends de la COP 28, évidemment, très politique, mais c'est quand même un des sujets de discussion. C'est-à-dire, l'extinction de la production d'énergie fossile, pour certains, ne fait pas partie du plan de la transition. Ou en tout cas, il n'y aura pas de transition. S'il y a une extinction, ce sera une rupture, quoi. C'est-à-dire que ce sera pas... On ne peut pas gérer une transition si... on veut éteindre, phase out, la production de fossiles trop vite. Il faut être très clair, trop fort. Grégoire. On n'a pas aujourd'hui la capacité de substituer le pétrole par autre chose, immédiatement. C'est simple, l'année dernière, la croissance de la demande d'énergie a été telle que même si on a accéléré sur les renouvelables, le développement des renouvelables n'a permis d'adresser que la moitié de la croissance de la demande. Donc on n'a pas réduit notre dépendance aux énergies fossiles. Première chose importante. Deuxième chose, dans certains usages, et notamment la mobilité, on peut demain arrêter le pétrole et avoir autant d'éoliennes, de panneaux solaires, de nucléaire, de géothermie que vous voulez. Les voitures que les gens ont chez eux fonctionnent avec un moteur thermique. Et donc, si on ne veut pas avoir une rupture économique, quelque chose de très grave, c'est ça. Parce que là, s'il n'y a plus d'énergie, l'économie s'arrête. Il faut prévoir une sortie progressive. Cette sortie progressive, compte tenu du fait que on a une production pétrolière qui, naturellement, si on ne fait rien tous les ans, baisse, c'est ce qu'on appelle la déplétion naturelle de 3 à 4%, doit être compensée par des investissements. Alors on peut discuter sur des investissements dans des nouveaux champs ou dans des champs déjà existants pour les maintenir. Toujours est-il que si on arrête totalement l'investissement aujourd'hui, je crois qu'il faut le dire de façon honnête, dans le pétrole, eh bien, on va vers une rupture qui va durer plus ou moins longtemps en fonction de l'accélération. Ça va très vite. La déplétion, ça va très vite. Voilà, en fonction de l'accélération qu'on va faire sur les énergies renouvelables, cette rupture va durer plus ou moins longtemps. Mais aujourd'hui, on est en retard partout sur les énergies renouvelables parce que je reprendrai un seul exemple. L'année dernière, les champs d'éoliennes et les panneaux solaires qui ont été raccordés au réseau aux États-Unis, en 2022, ils avaient été finis en 2017. Il y a un champ d'éoliennes qui a obtenu tous ses permis en France, dans le Poitou-Charentes, qui ne commence pas les travaux. On m'explique qu'il y a à Rotterdam des containers de panneaux solaires qui sont en train de patienter gentiment parce qu'il n'y a pas les permis, les autorisations ou les mains pour les installer en France ou ailleurs. Donc voilà, en Europe. Il y en a des tonnes qui attendent. Là. Avec ce qu'on veut. Il faut une volonté politique pour accélérer sur les énergies renouvelables, mais il faut être conscient que pendant ce temps-là, on ne peut pas arrêter les énergies fossiles. On ne peut pas arrêter toutes les énergies fossiles parce qu'on pourrait arrêter le charbon. Je pense que ça, c'est une des premières priorités. On peut se passer de charbon, on ne peut pas se passer de gaz, on ne peut pas se passer de pétrole. Pour l'instant, à court terme, il faut qu'on en sorte. Mais sur le charbon, on devrait pouvoir faire des efforts, en tout cas décider d'arrêter de faire des nouvelles centrales à charbon. Brésil dans l'OPEP+, c'est pas un petit pays, le Brésil ? C'est pas un petit pays, c'est des réserves de pétrole importantes, mais c'est des réserves de pétrole qui sont très difficiles à aller chercher. Pour l'essentiel, c'est de l'offshore très profond, qui n'a pas très bonne presse non plus en termes environnementaux. Ouais. Je me souviens, la croûte. C'est ça, il y a une croûte de sel très importante à traverser. On a le même problème qu'au Venezuela. C'est Valourec qui racontait ça magnifiquement bien à l'époque. Il y a les plus grosses réserves de Venezuela, qui a les plus grosses réserves de pétrole au monde devant l'Arabie Saoudite. Mais il faut aller le chercher très loin. Donc c'est pas un game changer pour la... Je pense pas que ce soit un game changer, en tout cas pas à court terme. Ok. Venons-en aux métaux. Mais alors, c'est pas les métaux industriels qui... Moi, c'était vraiment les précieux. Parce que s'il y a un moment où il faut en parler, c'est aujourd'hui. L'once d'or, on a vu les futurs à 2150. Ça s'est un peu calmé. Mais ça y est, tout le monde a remis le nez sur l'or et les précieux. Tout le monde, non. Parce que quand vous regardez les détentions d'ETF, par exemple, elles continuent à baisser. Donc les investisseurs privés ne sont pas encore vraiment revenus sur ce marché. Ceux qui sont vraiment revenus massivement... C'est les banques centrales. C'est les banques centrales. Les banques centrales, en 2022, ont acheté 1136 tonnes d'or au total. C'est 25% du marché. Et on va faire pareil cette année. Elles vont faire pareil cette année. À la fin du troisième trimestre, elles sont déjà à 800 tonnes. C'est la deuxième meilleure année depuis plusieurs décennies après l'année dernière. Il reste encore un trimestre, on va voir. C'est peu probable quand même qu'on batte le record de l'année dernière. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est quand on leur demande pourquoi elles achètent de l'or. Et les deux raisons principales que les banques centrales donnent, il y a un sondage qui est fait tous les ans auprès des banques centrales par un organisme qui s'appelle le World Gold Council, qui est publié en mai ou en juin.
Ils ont interrogé 57 banques centrales, 14 dans les pays développés, 43 dans les pays émergents, donc un sondage vraiment représentatif. 24% des banques centrales indiquent vouloir augmenter leur allocation à l'or dans les 12 prochains mois. 3% la réduire. Dans les 3%, il y a probablement la Turquie qui a voulu gérer ses problématiques de taux d'intérêt, de monnaie, etc. Il y a eu le Kazakhstan qui a fait des ajustements, qui maintenant les a terminés. Et 24% veulent augmenter leur allocation. Alors les autres ne veulent pas bouger. Et puis quand on leur demande pourquoi ils veulent acheter de l'or, les deux principales raisons qui sont données, c'est l'or ne présente pas de risque de contrepartie, ce que je traduis par l'or n'est la dette de personne. Et quand on a ailleurs dans ces actifs placer des obligations américaines avec un taux d'endettement de 120% du PIB, des obligations européennes avec des taux d'endettement très élevés dans un certain nombre de pays, des obligations japonaises avec un taux d'endettement de plus de 200% par rapport au PIB, la remarque est intéressante. Et puis la deuxième raison vraiment forte évoquée par les banques centrales, qui est encore plus intéressante à mon sens, c'est nous voulons acheter de l'or parce que les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps. Les banques centrales qui fixent les politiques monétaires disent les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps. Et donc, alors, toutes ne vivent pas dans le même monde. Hein. Il y a le monde des banques centrales émergentes, il y a ce qui se passe en Chine, etc. Elles n'ont pas toutes la même vision peut-être de leur taux réel bien sûr, mais on en revient respectif. On a des banques centrales qui sont aujourd'hui, je le résume comme ça, prises entre le marteau de l'inflation et l'enclume de la dette. Le higher for longer, c'est pas higher forever. C'est ça. Et puis c'est higher for longer sur les taux nominaux. Oui. Non, mais on peut l'appliquer au taux réel. Il y avait encore une étude récemment qui est sortie il y a quelques jours, une note interne du FMI qui explique que la baisse continue des prix de production des énergies renouvelables est de moins en moins probable parce que le prix des métaux, parce que le prix de l'énergie, parce que le prix de la main-d'œuvre. Et donc tout ça fait que la transition énergétique, on a déjà eu l'occasion d'en parler, sera probablement inflationniste et ça pourrait entraîner une inflation sous-jacente beaucoup plus pérenne que ce qu'on anticipe aujourd'hui. C'est quoi la perspective qu'on peut avoir? Déjà, les achats banques centrales, ça représente une part importante du price action sur l'or, parce que c'est aussi, vous le racontez, hein, en Inde aussi, il y a une demande physique pour l'or également, au-delà des demandes des institutionnels, des banques centrales. Ça offre quelle perspective en termes de cours, quoi, tout simplement? Moi, ce qui va compter le plus, c'est l'évolution des taux d'intérêt. On est clairement arrivé à un plafond sur les taux d'intérêt nominaux et donc sur les taux d'intérêt réels. L'inflation va probablement continuer à baisser un peu, mais à notre sens, derrière, elle pourrait remonter un petit peu à cause de ces facteurs structurels, la relocalisation, la transition énergétique. Oui, le régime d'inflation sera différent. On a un taux réel qui va plutôt avoir tendance à rebaisser. L'or s'apprécie en termes d'intérêt par rapport aux autres actifs en fonction, parce qu'il n'a pas de rendement. Donc si le rendement des autres actifs diminue, il retrouve de l'intérêt auprès des investisseurs. Oui, mais on a été quand même dans des périodes de taux réels très négatifs. Oui. On n'a pas vu ces prix-là sur l'or. On a vu des prix de l'or qui étaient montés à 2100 quand même. Hein. Donc, 2070 plus haut, donc on n'était pas très très loin. Il y a eu une petite exagération là parce qu'on anticipe maintenant pratiquement 5 baisses de taux l'année prochaine, ce qui est peut-être un petit peu exagéré, ce qui explique la baisse qu'on a connue depuis 2 jours sur le cours de l'or. Mais le cours de l'or, si on se base sur la relation historique, un peu cassé d'ailleurs entre les taux réels et l'or, relation inverse, donc quand les taux réels baissent, l'or monte. L'or a un potentiel d'aller sur les niveaux de 2300 à 2400 $ l'once, si tant est que les risques géopolitiques restent, parce qu'aujourd'hui, je le disais, cette relation est un peu cassée parce qu'il y a des primes qui viennent d'autres choses, des achats banques centrales, des risques géopolitiques. L'or a réagi également depuis les attaques du 7 octobre. Hein. Ça a été un point de départ, d'ailleurs, un déclencheur, un déclic. Plus important. Il avait monté au moment de l'Ukraine, il a monté au moment du Hamas. Il y a les tensions entre la Chine et les États-Unis, les tensions sur Taïwan. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui d'incertitude. On sent bien que la mondialisation heureuse est peut-être un peu derrière nous et qu'il va falloir produire peut-être un peu différemment. Merci Benjamin, merci pour votre éclairage sur le secteur des métaux et les enjeux de transition énergétique, votre domaine d'expertise bien sûr. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest AM, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.